Les woke ont piétiné mon enfance. Vous pensez que ça n'a rien à voir? Eh bah vous allez voir que vous vous trompez. Marvel est en train de chuter, de se vautrer dans tout ce qu'il ne faut pas faire. La marque devient un bordel sans nom qui mélange tout et surtout n'importe quoi. Pourtant, Marvel et ses super-héros sont devenus complètement incontournables. Au cinéma, c'est un rouleau compresseur, mais pas seulement. Depuis plus de 100 ans, Marvel rayonne dans l'industrie de la bande dessinée, ce qu'on appelle des comics. Ses différents essais pour adapter son univers sur pellicule avaient toujours échoué. Mais les années 2000 ont tout changé. Analyser cette ascension nous permettra de comprendre la chute imminente de ce studio qui écrase tout sur son passage. Pourquoi nous sommes accros à des types qui font des galipettes en collant moulant? Comment Marvel nous raquette notre portefeuille? Et surtout, oh oui, surtout, pourquoi la chute de Marvel est inéluctable? Vous êtes sur la chaîne du Disrupteur. Attachez vos ceintures. Les comics Marvel, c'est pas rien. Presque 100 ans d'existence. C'est clairement une complexité pour adapter cet univers au cinéma. Autant d'années permettent d'avoir un univers structuré qui fourmille de personnages intéressants, mais aussi une réelle barrière pour toute personne qui souhaiterait commencer à lire ces bandes dessinées. Ce serait comme débuter Plus belle la vie à l'épisode 7678. Pas sûr de bien tout saisir sur les histoires, les enjeux et les personnages. Mais en rachetant Marvel pour 4,3 milliards de dollars, Disney ne s'est pas trompé sur ce puissant fond de personnages qui peut alimenter des tonnes de contenu. Un catalogue de personnages d'un seul genre, les super-héros. Plus le studio produira de films, plus il se spécialisera, plus il sera incontournable dans ce domaine. Mais ça engendre un problème. Comment adapter tout ce joli petit monde super-héroïque sans que ça soit kitsch? Il faut se remémorer que dans le passé, nous avons eu le droit à un Thor très dispensable, un Captain America médiocre et un Doctor Strange vraiment très étrange pour le coup. D'abord, Marvel Studios a su sélectionner d'excellents arcs narratifs, comme le Soldat de l'hiver ou la saga des Pierres de l'Infini. Mais surtout, les studios ont su s'inspirer largement d'un comics qui a modernisé le genre, Ultimates. Avec des histoires plus ancrées dans le monde moderne, des looks moins flashy, style inadaptable en film, ce comics est une version modernisée du genre, plus réelle et surtout moins ringard. Avec cette méthode, Marvel accomplit un boulot considérable pour réussir à transposer avec succès l'essence des bandes dessinées sur grand écran. Surtout avec ces grands méchants qui sont bien moins simplets que dans des bandes dessinées « moi méchant, moi conquérir le monde ». Ainsi, Thanos a une réelle motivation pour faire disparaître la moitié des êtres vivants de l'univers. Zemo a perdu sa famille à cause des Avengers et veut se venger. Le père de Killmonger a été tué par l'ancien roi du Wakanda, ce qui explique son désir de vengeance vis-à-vis de ce royaume. Ce gros travail de crédibilité tient sur un socle solide, la cohérence. Un premier produit ultra maîtrisé, Iron Man, et une prise de risque maîtrisée. Parlons de cohérence. À la tête du studio, nous retrouvons Kevin Feige. Il est l'artisan du Marvel Cinematic Universe. Grand fan de comics qu'il connaît sur le bout des doigts, il prépare une stratégie globale cohérente sur le long terme. Il est sans doute bon de rappeler que toute tentative d'adaptation fonctionne toujours mieux si elle est faite par des gens qui saisissent l'essence de la base. Il en est de même dans le business. Si l'unique boussole qui guide votre navire est l'argent, il y a de fortes chances que celui-ci n'arrive jamais à bon port. C'est peut-être lui, Kevin Feige, qui est la pierre angulaire du succès de Marvel au cinéma. Marvel, et plus particulièrement leur graphisme si singuliers, sont devenus partie intégrante de notre culture populaire. Leur influence se retrouve tout autour de nous, du cinéma aux jeux vidéo, en passant bien évidemment par la publicité. Depuis la sortie remarquée d'Avengers en 2012, Marvel Studios est devenu une attraction majeure à Hollywood, transformant tout ce que le studio touche en or. Parce que bien que des studios concurrents comme Warner, avec l'univers concurrent DC Comics, aient tenté de lancer de multiples projets super-héroïques, il leur a clairement manqué un chef d'orchestre et une vision d'ensemble. Cette vision est dirigée par Kevin Feige. Alors ça rejoint ce que je prône dans mes études de cas, la vision est plus importante que le chemin. La vision, c'est votre objectif, votre mission, incarnée par vos valeurs. Le chemin, ce sont les moyens mis en œuvre pour l'atteindre, les outils. Ce grand architecte a su coordonner les moyens de production avec le monde des comics tout en assurant un fil conducteur de cohérence. Évoquons maintenant la prise de risque. Aujourd'hui, il paraît normal qu'un film de super-héros rencontre le succès. Mais il faut se rappeler qu'en des temps pas si éloignés, les films de super-héros ne fonctionnaient pas du tout. Même si X-Men et Spider-Man avaient ouvert la voie, ils n'étaient pas produits par Marvel. Mettre un gros budget sur un personnage que personne ne connaissait, mis à part des lecteurs de comics bien sûr, c'était un vrai pari. C'était aussi un risque mesuré puisque justement, comme peu de personnes le connaissaient, Marvel pouvait se permettre plus de changements, comme par exemple adapter les origines du héros. À la base, Tony Stark fut prisonnier lors de la guerre du Vietnam et fabrique son armure à ce moment précis, alors que c'est légèrement différent dans le film. Feige alla plus loin encore dans sa prise de risque en faisant signer les acteurs sur plusieurs films. Il était toujours dans sa stratégie long terme. Samuel L. Jackson signa un contrat record portant sur 9 films du MCU, du jamais vu à Hollywood, mais une pratique qui deviendra vite systématique chez Marvel Studios, n'hésitant pas à engager sur le long terme des acteurs. Un choix cohérent lorsqu'on essaie de mettre en place un univers organique, évolutif au cinéma. La prise de risque est le carburant des innovateurs. Si c'est pas la première fois que vous regardez une de mes vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné,
abonné, pensez à le faire. C'est le meilleur moyen de soutenir ma chaîne et mon travail. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, pensez également à vous abonner si vous appréciez ce type de contenu. Merci beaucoup pour votre soutien. Pour préparer le tout premier film qui va lancer tout ce que Feige a en tête, Iron Man, nous pourrons parler de premier produit. Il choisit Jon Favreau comme réalisateur. Ce dernier eut l'excellente idée, pour s'assurer de ne pas renier l'origine du personnage et en faire une adaptation la plus fidèle possible à son modèle, de faire appel à une équipe d'experts en comics recrutés parmi les grands noms ayant posé leur plume dans les livres Marvel. L'idée, c'est non seulement de garantir que le film ne présentera pas un traitement trop détaché du matériel original, mais aussi d'insuffler de nouvelles idées raccords avec le matériel de base. Quand je vous parlais de cohérence, c'est pas pour rien. Iron Man fut une réussite incontestable avec près de 100 millions de dollars durant son week-end d'ouverture, validant au passage toute la stratégie de Feige, celle qui était en train d'échafauder. Favreau et Feige ont pris soin de concevoir un excellent premier produit parce qu'ils savaient que cela allait lancer ou arrêter tout ce qu'ils avaient en tête. Alors je sais que ça va un peu, voire beaucoup à contre-courant de ce que l'on entend partout sur le net avec le marketing de clones, mais je tiens à surligner ce point. Prenons du temps pour concevoir un premier produit d'exception. Il s'agit de doser entre trop de perfectionnisme et trop de je m'en foutisme, parce que c'est ce produit qui marquera en premier les esprits de vos premiers clients. Le choix de Robert Downey Jr. pour incarner le rôle de Tony Stark ne fut pas si évident. Favreau, bien que persuadé que RDJ était l'acteur parfait pour jouer le milliardaire philanthrope, sa réputation sulfureuse d'alcoolique et ses déboires avec la justice ne plaidaient pas en sa faveur. Mais Favreau sut en tirer profit en affirmant justement que l'histoire d'Iron Man était en réalité l'histoire de la carrière de Robert. On connaît la suite. Depuis le tout premier film, le personnage de Tony Stark est au centre du MCU. Il est le premier que Nick Fury vient voir au sujet des Avengers. Son père a joué un rôle essentiel dans la création du super soldat Steve Rogers, mais également du Shield. C'est à lui qu'on doit la création malheureuse du robot psychopathe Ultron. Et c'est encore lui qui se trouve à la source du conflit destructeur engendré par les accords de Sokovie dans Civil War. En somme, depuis ses débuts, l'ensemble du MCU gravite d'une manière ou d'une autre autour du personnage de Stark. Est-il trop indispensable? Le MCU est-il trop dépendant d'un seul et unique personnage? Ça, on en parlera lors d'un prochain chapitre. Le choix de Iron Man n'est pas anodin. Tout est étudié pour créer un produit parfait. Si le choix avait été Captain America, le succès à l'international aurait été moins évident puisque ce personnage est le Boy Scout des États-Unis. Quant à Thor, ce dieu nordique, il possède un univers fantastique difficile pour introduire le monde Marvel. Feige introduit dans ce tout premier film un élément essentiel au MCU, le teaser de fin. Dans celui-ci arrive une annonce qui comblera tous les fans de comics la réunion de nombreuses franchises, le pari Avengers. C'est l'annonce officielle d'une saga qui va s'étendre sur plusieurs dizaines de films pour se conclure 10 ans après. C'est du jamais vu. Marvel Studios, et plus précisément Kevin Feige, maîtrise à la perfection la partition de leur communication. Nous pourrions même dire que Feige a créé une marque Marvel, parce que la marque est histoire de symboles et d'esprit, tandis que le marketing est histoire de chiffres et de ventes. Cette communication repose sur 3 éléments phares. La première, la planification. Chaque phase, nous décortiquerons ce terme marvelien dans le chapitre qui suit, joue un rôle crucial dans l'avancement des pions sur l'échiquier de la musique Marvel. La révélation de ces plannings est devenue un procédé dont Marvel a été le précurseur. À l'instar des autres studios, Marvel ne se cache pas, faisant de la révélation de ce calendrier une grande messe, un peu comme les keynotes d'Apple. Marvel dit ce qu'il va faire et fait ce qu'il dit, à peu de choses près. Surtout vu la complexité de cet univers partagé, ça prouve la confiance de Marvel envers ses produits et envers son planning. Second élément, les tournages et les tournées de promotion. Tout est réglé comme du papier à musique, créant une sorte de standardisation dans la conception des produits et de leur promotion. À l'approche de la sortie du film, plusieurs autres œuvres de Marvel sont diffusées à la télévision. Des recueils de bandes dessinées parlant du héros qui va arriver sur le grand écran se retrouvent sur les étals de librairie. C'est une manière détournée de faire de la pub pour leurs films. Troisième élément, les réseaux sociaux évidemment. De nombreuses bandes annonces et extraits sont diffusés sur tous les réseaux afin de toucher le maximum de personnes. Le trailer de Avengers Endgame a ainsi explosé tous les records avec 289 millions de vues en 24 heures. Troisième élément, et non des moindres, les acteurs et leur rôle en dehors des plateaux. Parmi les héros de Marvel, de nombreux acteurs de la franchise agissent comme leurs personnages en dehors de l'écran. Ce sont de véritables héros, par exemple Chris Evans, Captain America, et Chris Pratt, Star-Lord, rendent visite à des enfants hospitalisés. Ce type d'initiative participe à l'excellente image des héros et donc de Marvel, mais également d'inclure encore plus les films dans le réel. Alors comme nous venons de le voir, Marvel a tout organisé pour créer un univers sur le long terme en partant d'un simple produit, Iron Man, et de quelques minutes de teaser à la fin de ce film. Comme si tout était planifié, Kevin Feige, lors d'une récente interview donnée pour le site Reddit, a indiqué qu'il pensait toujours au film allant de 10 à 20 ans plus loin, mais qu'il ne travaille réellement que sur les projets se situant
au maximum à 5 ans. Gouverner, c'est prévoir, comme le disait le président Adolphe Thiers. Les films s'imbriquent les uns avec les autres pour construire cet univers connecté nommé le MCU. Reparlons brièvement de cohérence. Faire s'entrecouper les histoires est également présent dans les comics. Souvent, les héros se croisent, s'unissent. Souvent, les équipes s'affrontent puis collaborent. Au sein des bandes dessinées, c'est ce qui est appelé les crossovers. Il y a eu Avengers vs X-Men, Les Guerres Secrètes, Civil War. Encore une fois, il suffit à Marvel Studios de piocher dans ces histoires pour les adapter à l'écran afin de relier les différents personnages. Ce concept de saga est inédit sur grand écran. Tout est bien amené. Dans un premier temps, le développement des personnages, les films Iron Man, Captain America, Thor, puis un ennemi, Ultron dans Avengers 2, amène les héros à quasiment détruire une ville entière. Cette destruction engendrera une opposition entre les deux leaders des Avengers, Iron Man d'un côté et Captain America de l'autre, dans le second opus de ce dernier nommé Civil War. Ce conflit qui les sépare affaiblit l'équipe face à l'arrivée du grand méchant, Thanos, dans Avengers Infinity War. Leur réconciliation sera nécessaire pour la bataille finale, de nouveau face à Thanos dans Avengers Endgame. Cette épopée, nommée la saga de l'infini, se déroule durant 22 films, rien que ça. C'est une série en format film. Chaque épisode contribue à enrichir et à faire évoluer l'univers créé. Cette alternance de moments sombres et plus légers, c'est quelque chose d'absolument intrinsèque au MCU. Telle une série télé, la saga enchaîne donc des épisodes au ton différents, sans pour autant nuire à la cohérence de l'ensemble. Comme les poupées russes qui s'emboîtent, le film possède un scénario propre qui est imbriqué dans un scénario global. Tous ces films apportent donc un arc narratif appelé phase pour arriver à une conclusion de tous les scénarios avec un affrontement final comme par exemple avec Thanos. Plusieurs épisodes sont regroupés pour créer une phase. La saga de l'infini se déroulera donc sur 3 phases de 2008 à 2009, soit 11 ans. Chaque produit participe à la création d'un produit global avec au cœur un enjeu crucial, la fidélisation du spectateur, indispensable dans le succès d'une franchise. Cette fidélisation fabrique des fans indispensables pour pouvoir prédire à long terme. Alors imaginez pour Marvel qui a des millions de fans. Le studio ne manquera pas de les combler en cachant régulièrement de nombreux cadeaux dans les films. Le but pour les fans étant de trouver ces petits éléments. Évidemment, le repérage ne pouvant se faire qu'en une fois, un visionnage successif est donc nécessaire et multiplie les recettes. Et boum, on augmente encore l'engagement et donc le panier moyen. Ce maillage entre les films oblige à quasiment regarder tous les films pour comprendre l'intégralité de l'histoire. Nous pouvons comprendre globalement les enjeux de la saga de l'infini avec au cœur la relation de Thanos et de sa fille Gamora, mais pour en comprendre les subtilités, il est nécessaire de visionner les 2 volumes des Gardiens de la Galaxie. Pareil pour notre ami Spider-Man. Le spectateur peut facilement comprendre Spider-Man Homecoming, mais il est préférable de regarder Captain America Civil War avant pour saisir ce qui se cache derrière la relation spéciale entre Tony Stark et Peter Parker. S'il vous manque quelques pièces du puzzle, ça vous empêchera pas d'avoir une vague idée de ce que représente l'ensemble, mais vous passerez sans conteste à côté de subtilités qui font tout le charme et le sel de l'univers Marvel partagé, proposé par Marvel Studios. Chaque film est toutefois structuré comme une œuvre aboutie. Il y a un début, il y a un milieu et puis il y a une fin. Et on peut en savourer l'essence sans forcément avoir vu les autres, avec généralement, en fin d'épisode, un court teaser qui relie le film aux autres. La secrète sauce du MCU, c'est exactement ça. Des films que l'on peut apprécier indépendamment, mais qui distillent, souvent, dans des scènes post-génériques, des éléments qui préparent petit à petit le terrain pour le grand final. Prenons un tarif moyen de 10 € pour une place de cinéma. 22 films à voir, c'est donc 220 € de budget pour une personne. Mais attendez, c'est pas tout. Les productions Marvel étant des spectacles pour les grands et les petits, ce sont des familles entières qui se bousculent pour aller voir les aventures de leurs héros préférés sur grand écran. Disons qu'une famille soit composée de 4 personnes. Et bah 220 € x 4, on arrive à 880 €. La multiplication des films ainsi qu'un spectacle conçu pour tous fait donc augmenter de manière drastique le panier moyen. Et je parle même pas des produits dérivés. Marvel Studios est une galaxie de marques, toutes distinctes. Captain America, Iron Man, Thor, les Gardiens de la Galaxie, Hulk, qui gravitent toutes autour du soleil de cette galaxie, les Avengers, qui voient se réunir tous les héros pour affronter une menace bien plus grande que toutes les autres. Et le pire ou le mieux dans tout ça, c'est que la galaxie Marvel évolue au sein d'une autre galaxie, celle de Disney. Mais ça, j'en parle dans une étude de cas entièrement consacrée à Disney, je vous mets le lien en partie ressource sous cette vidéo. Alors, que pouvons-nous déduire de ce maillage? Relier des produits entre eux de manière cohérente est très utile pour faire augmenter le panier moyen des clients et surtout pour augmenter l'engagement vis-à-vis de ces produits en fabriquant de réels fans. Pensez à Marvel au moment de vous pencher sur votre catalogue de produits.
289 millions de vues pour la bande-annonce du dernier épisode de la saga de l'infini, Endgame. En réalité, cette bande-annonce représente bien plus que ce simple chiffre. Elle a été conçue pour nous tromper. Cette fois-ci encore, Marvel a su innover pour fidéliser. N'oublions pas que la fidélisation est au cœur de l'engagement, qui est lui-même au centre de l'expérience client. Au-delà des techniques de montage habituelles, Marvel Studios va également commencer à manipuler ces bandes-annonces pour carrément ajouter ou supprimer des éléments visuels, voire des scènes entières afin de brouiller les pistes. Certaines scènes sont tournées uniquement pour les trailers, comme cette fameuse scène où l'on voit les Avengers courir face à la caméra. Ou encore, certains personnages sont gommés numériquement afin de préserver les rebondissements des scénarios, comme ce fut le cas dans la scène d'atterrissage de Tony Stark dans Endgame qui voit Pepper Potts complètement effacée afin de maintenir le suspense de sa mort éventuelle, ou encore dans la bande-annonce du 3e opus de Spider-Man, No Way Home, où les différentes incarnations du tisseur ont aussi été gommées pour garder la surprise. De ce type de pratique découlent deux avantages. La première, maintenir l'intrigue, ça c'est ok. La seconde, faire parler. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde donne son avis sur tout. Les débats participent à la viralité des contenus. C'est tout bénef pour Marvel, mais ce type de surprise est aussi réservé aux grandes annonces faites durant les réunions de Marvel qui dévoilent le planning du studio. Kevin Feige annonça sur scène, au milieu de tous les autres noms des futurs films, le nom du 3e Captain America, Serpent Society. Puis à la fin de ces révélations, il avoue avoir menti. Le vrai nom du 3e opus de Captain America sera Civil War. Alors là, les fans exultent parce que ce titre il fait carrément référence à un arc narratif des comics qui a rencontré un vif succès. Cette fausse annonce de titre démontre la puissance de l'extension de branding ou comment être cohérent dans une multitude de produits. Cette annonce est inattendue mais pertinente. En gros, c'est une surprise cohérente. C'est la base et aussi la difficulté d'une extension de branding réussie. Et depuis la signature du gros chèque de plus de 4 milliards de dollars, Disney n'a de cesse d'étendre la marque Marvel afin de rentabiliser son investissement. On peut dire aujourd'hui que c'est chose faite vu tous les succès engrangés par la marque Marvel. Le but du studio reste néanmoins d'être présent en permanence dans la vie de ses fans pour empêcher ces derniers de se lasser et de perdre de l'intérêt pour un film concurrent. Depuis le rachat de la Maison des Idées, Disney a essayé d'accroître au maximum la présence de cette licence dans ses parcs d'attractions, notamment avec le Avengers Campus. C'est un land consacré à l'univers Marvel. Il a été conçu par Tony Stark et propose aux visiteurs de rencontrer leurs héros favoris, des arts mystiques, de Doctor Strange aux prouesses vertigineuses de Spider-Man. Le merchandising est l'arme principale du groupe Disney, qui à elle seule leur a rapporté près de 40,9 milliards de dollars en 2013. Les super-héros sont avant tout devenus une marque à part entière. Les enfants adorent jouer avec les figurines des super-héros, tandis que leurs parents portent fièrement des t-shirts au logo des Avengers. Les films Marvel sont des produits aux multiples ramifications, conçus pour tous, c'est certain. Mais est-ce que la concurrence ne va pas bientôt les rattraper, voire même les dépasser ? Marvel Studios a inventé le concept de teaser à la fin de chaque film. Nick Fury apparaissant à la fin de Iron Man 1 pour introduire l'équipe des Avengers. Ou celle de Avengers 1 qui voit pour la première fois l'apparition du grand méchant Thanos qui œuvre en secret pour conquérir les pierres de l'infini. Bon, en vrai, ce procédé existait déjà, mais il a réellement été utilisé et démocratisé avec les nombreux blockbusters du studio. Nous remarquons d'ailleurs, notamment avec mes études de cas, que ce ne sont pas souvent les inventeurs qui font en sorte que leur innovation prolifère, mais plutôt d'autres acteurs qui arrivent plus tardivement. Pour rester dans le domaine du cinéma, ce fut notamment le cas avec le célèbre effet bullet time dans Matrix. Edward Muybridge, photographe britannique spécialiste de la décomposition du mouvement, est le créateur de cette technique depuis 1878. Alors j'en parle dans l'étude de cas sur Matrix, le lien il est comme d'hab sous cette vidéo. Alors revenons-en au fameux teaser Made in Marvel. Ce concept permet de faire rester les spectateurs jusqu'au bout, augmenter au passage encore plus l'engagement. Bah oui, en général, dès que le générique de fin commence, tout le monde se lève pour partir. Pour Marvel, c'est l'inverse. Tout le monde reste assis pour attendre patiemment ce petit bout précieux de vidéo. Il veut le précieux. Alors certains fans allant au cinéma presque uniquement pour voir le teaser de fin, c'est des ouf. Comme quoi, un bon concept inattendu fait consommer plus le produit. Ce teaser de fin apporte un réel plus qui donne un avantage par rapport aux autres spectateurs qui ne l'auraient pas vu. Quoi, t'as pas vu le teaser de fou dingue malin qu'il y a à la fin de Iron Man 3? Malheureusement, Marvel a essoré jusqu'au bout le procédé en allant jusqu'à ajouter un second teaser. Alors dans ce cas précis, cette innovation était inattendue et pertinente, comme nous avions parlé juste avant avec l'extension de branding. Mais avec le temps, elle deviendra attendue et non pertinente, avec des teasers beaucoup trop tirés par les cheveux. Howard the Duck dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est sympa, mais c'est un peu trop too much. Marvel Studios a donc réussi son pari complètement fou de créer un univers cinématique partagé, rentable, désormais célèbre
Marvel Cinematic Universe. Un succès qui lui a permis de rejoindre le club très fermé des gros studios qui comptent à Hollywood et a incité la concurrence à emboîter le pas au concept de franchise évoluant dans un même univers. C'est exactement ce que je vous explique avec le schéma de l'innovation. Le marché est dans un statu quo collectif, c'est le temps 1. Arrive l'acteur disruptif qui émet un signal qui lui permet de se hisser en dehors du brouillard de compréhension. Ce brouillard est créé quand il y a un pléthore d'offres plutôt similaires proposées par des acteurs quasiment semblables. Plus le temps sera long entre le moment où le marché s'élèvera au niveau de l'acteur innovant et le statu quo, plus l'acteur innovant prendra de l'avance et au passage beaucoup de chiffre d'affaires. Pour illustrer facilement ce schéma, pensez à l'annonce de Steve Jobs concernant le premier iPhone. Tout le marché observait, c'est seulement des années plus tard que nous pouvons dire que le marché s'est mis au niveau d'Apple, ce dernier en profitant pour s'installer comme leader durable. Pour Marvel, c'est pareil. En créant cet univers cohérent et très rentable, le studio a fait des envieux. Les concurrents ont observé puis essayé de dupliquer. Mais personne n'a encore réussi à reproduire la recette du sérum du super soldat Marvel. Pourtant, elle semble simple. De l'humour, un ton fun, cool et marrant entre deux fights. DC Comics, le concurrent historique, s'essaiera à de multiples tentatives, mais aucun succès comparable avec Marvel. Alors jusqu'ici, ils n'ont engendré que de pâles copies, voire de franches abominations comme JLA de Josh Whedon, pourtant réalisateur du premier Avenger qui avait connu un énorme succès. Mais sans la vision, une marque ne peut avancer. Feige avait la vision. Souvenez-vous, la vision est plus importante que le chemin. Marvel a eu l'avantage de planifier un calendrier de films et de voir à longue distance ce que ne sut pas faire Warner Studios qui s'occupe d'adapter DC Comics. Warner voulant aller trop vite, avec son DC Extended Universe, a bâclé bon nombre de choses que Marvel a installées avec le temps. Une marque se construit dans le temps et non dans la précipitation. Aller vite, c'est bien. Savoir où l'on va, c'est mieux. Warner, dans un appétit de dollars certain, essaiera également de construire un monsterverse réunissant King Kong et Godzilla, mais sans réel succès. Au-delà du procédé du teaser, Marvel a su également sortir du lot grâce à de nombreux effets spéciaux précurseurs, comme cette technique qui permet de rajeunir les acteurs, le de-aging. Premier essai prometteur, dans le premier Ant-Man, où nous apercevons le personnage de Henry Pym, interprété par Michael Douglas, âgé de 78 ans, être rajeuni de plusieurs dizaines d'années. Ou encore la macro-photographie qui permettra à l'homme fourmi d'être rapetissé pour des scènes d'action d'anthologie. Mais tous ces films, toutes ces stratégies, tous ces effets spéciaux, est-ce que ce n'est pas trop? Est-ce que l'overdose de super-héros nous guette? Allez, pour une fois, je vais me lancer dans un pronostic qui, je vous l'avoue, va me fendre le cœur en tant que grand fan de l'univers Marvel. Je prédis la fin du MCU. Le studio devient conscient de lui-même. À l'instar d'autres grandes marques comme Kodak, qui se pensait indétrônable sur le marché de la photo, ou de Nokia, qui croyait être un leader incontesté dans la téléphonie portable, Marvel pense savoir. Le savoir et les compétences sont en réalité des boulets qui peuvent inhiber l'entreprise innovante. Le pic de Uber est une courbe en cloche représentant la production pétrolière américaine. Avec cette théorie, Uber analysait que toute chose non épuisable atteint un maximum avant de décliner. Le MCU arrivera donc de manière inéluctable, comme Thanos, à son maximum. Puis il déclinera, disparaîtra complètement ou prendra une autre forme. Ainsi, il paraît beaucoup plus facile d'arriver au sommet que d'y rester. Eminem, avec son album culte The Eminem Show, eut beaucoup de mal à reproduire un tel succès. Pareil avec l'album le plus vendu de tous les temps, Thriller de Michael Jackson. Et c'est pareil dans tous les domaines. L'iPhone fut une avancée majeure, mais à ce jour, nous n'observons que de petites améliorations de ce modèle. On appelle ça une innovation incrémentale, améliorer l'existant. Je pense que nous sommes beaucoup plus proches de ce pic que du début de celui-ci. Alors laissez-moi vous expliquer le déclin de cette marque en 4 points. À défaut de parler de simplicité, parlons de complexité. Nous l'avons vu précédemment, le maillage entre les différents films est un avantage certain pour la MCU. Mais plus le temps s'écoule, plus l'univers devient complexe. Les films Marvel sont comme un énorme puzzle avec de plus en plus de pièces. Un puzzle de 1000 pièces est bien plus difficile à appréhender qu'un puzzle d'une centaine de pièces. Il est de plus en plus difficile de comprendre les intrigues dont tout est relié. Imaginons que vous adoriez uniquement les Avengers. C'est difficile de passer du second tome, l'ère d'Ultron, au troisième, Infinity War, sans avoir vu le reste des films. De plus, Marvel lance beaucoup plus de pistes, ce qui complexifie la compréhension et également la réalisation. Ça me rappelle un peu la série Lost. Elle avait un énorme potentiel avec beaucoup d'intrigues pour finir par un final sans queue ni tête avec tellement de concepts jetés en l'air qui ne retombèrent jamais. Plus de films, plus de séries, plus d'introduction de personnages, plus d'intrigues secondaires. Ce tir qui va dans tous les sens amène naturellement à une forme de saturation du marché. C'est le second point. Starbucks, pour inonder le marché, propose de reprendre les locations des cafés déjà existants en proposant de payer un loyer plus élevé. Ainsi, ils se répandent le plus possible dans toutes les rues d'un quartier. Si vous voulez prendre un café, ce sera forcément chez l'enseigne verte. Starbucks préfère ainsi contrôler tout le flux plutôt que de laisser même pour une infime part la concurrence s'installer, voire exister. Marvel utilise la même stratégie. Alors qu'au début, en 2008, avec l'arrivée d'Iron Man, le studio profitait d'un vrai effet de surprise, aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile tant la formule est connue. La sortie d'un blockbuster Marvel est de moins en moins un événement puisque les films sortent beaucoup plus régulièrement. Et le vide entre deux Marvel est comblé par l'arrivée des séries sur Disney. Loki, Falcon et le Soldat d'hiver, She-Hulk, Hawkeye, WandaVision, Moon Knight,
What If, Miss Marvel. La phase 4 devient alors la phase la plus courte dans le temps, mais la plus longue en termes de durée, avec un volume horaire bien plus élevé. Ces séries possèdent le budget d'un film, mais pour plus d'heures de programme. Résultat, une intrigue étirée, dispensable, avec de gros creux scénaristiques et de nombreux ventre mous. Plusieurs heures d'épisodes qui ont pour finalité réelle uniquement d'introduire de nouveaux personnages. Par exemple, Falcon qui devient Captain America, Kate Bishop qui prend la succession de Hawkeye, l'arrivée de Miss Hulk. Cette saturation de contenu le transforme en produit jetable, vite produit avec des FX bien souvent bâclés, comme le prouve le manque cruel de réalisme du personnage de Miss Hulk. Vite consommé, c'est quoi la suite déjà? Et surtout, vite oublié. L'utilisation de l'humour n'est pas en reste. Quand Marvel l'utilisait avec parcimonie pour cimenter la recette, aujourd'hui nous le retrouvons toujours tout le temps, transformant un personnage iconique des comics en bouffon comique qui n'a plus rien à voir avec le personnage du matériel original. Ma pauvre Thor, qu'est-ce qui t'en fait? Nous sentons une forme de paresse de la part du studio qui agit dans la précipitation plutôt que de prendre son temps. L'arrivée du fils de Hulk introduit en quelques secondes ou encore le choix très discutable de certains acteurs. Mais c'est qui ce gars qui joue Hercule, sérieusement? Marvel s'éloigne de la cohérence qui fit son succès. Le studio ne prend plus son temps et fonce vers la facilité. Surtout que le film Endgame marque clairement une fin de cycle avec des personnages importants primordiaux qui disparaissent. La fin d'un cycle, c'est le troisième point. Iron Man meurt, Captain America choisit de retourner dans le passé, on ne le verra plus. Black Widow se sacrifie. Ces choix scénaristiques sont en réalité une bien mauvaise nouvelle pour le studio parce que, comme nous l'avons vu précédemment, l'influence de ces acteurs s'exerce bien au-delà de l'écran. Le défi de Marvel est de les remplacer, ou plutôt de bien les remplacer, et ça c'est pas gagné, tant ces personnages ont incarné des rôles majeurs pendant plusieurs années. Quatrième et dernier point, le studio Marvel opère un changement de direction en choisissant clairement de saupoudrer de manière grossière tous ces contenus de l'idéologie woke. Alors j'entrerai pas dans les détails de ce mouvement puisque j'en ai fait une étude de cas dédiée, le lien est en partie ressource sous cette vidéo. Et si vous voulez rire un bon coup, je vous invite à regarder quelques-uns des milliers de commentaires sous cette analyse du mouvement woke. Ce tournant a été amorcé avec le choix de Brie Larson pour incarner Captain Marvel. L'interprète avait fait part de son désir d'ouvrir la campagne à des médias et des journalistes plus inclusifs et au parcours et origines plus variées que ceux des mâles blancs qui se chargent généralement de couvrir les campagnes de ce genre de film. Daredevil, personnage sombre, complexe et torturé dans la série du même nom sur Netflix, deviendra un gag sur pattes. She-Hulk, encore elle, désolé mais cette série elle est vraiment, comment dire, elle est dégueulasse. N'hésite pas à twerker à la fin d'un épisode. Au passage, tous les hommes de la série sont soit méchants, soit complètement crétins. C'est un peu réducteur. Ou encore le discours de Falcon lorsqu'il devient Captain America. Je suis un homme noir qui porte le costume étoilé. Je n'ai pas de super sérum, ni les cheveux blonds, ni les yeux bleus. Mais pourquoi? On s'en fout en fait que Captain il soit blanc ou noir. Ce qui incarne est bien au-dessus d'une simple couleur de peau, bordel. Tous les hommes sont au fur et à mesure remplacés par leur pendant féminin. Hulk par Burke Miss Hulk, Hawkeye par Kate Bishop, Black Panther par sa sœur Shuri. Nous assistons à un remplacement progressif à l'écran des rôles forts et dominants tenus traditionnellement par des hommes véhiculant des valeurs et des vertus telles que l'intelligence et le savoir, le courage, la combativité et la résilience. Registre intégralement repris depuis par des femmes. Le féminisme, narcissisme de genre a pris la relève et les standards de femmes fortes capables de surpasser n'importe quel homme, y compris au combat, dominent toutes les productions. C'est bien connu, toutes les femmes sont plus fortes qu'un homme physiquement, c'est connu. Tous les profils de la société doivent être présents à l'image. Des couples de gays dans Eternals. Une sourde, toujours dans le même film. Un gros, toujours dans le même film. Marvel vise large pour plaire au plus grand nombre, quitte à renier tout le fondement initial de l'univers Marvel. D'ailleurs, le capitalisme s'est accompagné les évolutions sociales majeures, surtout lorsqu'il les a lui-même encouragées. Alors le règne de Marvel est sans équivoque. Personne n'a réussi un tel tour de force. Installer une saga sur plusieurs dizaines de films, puis de séries au travers des dizaines d'années. Seul univers qui pourrait un tant soit peu rivaliser, c'est Star Wars. Mais au total, l'univers des Jedi possède beaucoup moins de personnages et de contenus liés. Marvel et Star Wars sont d'ailleurs deux licences qui ont été rachetées par le rouleau compresseur Disney. Des marques qui cartonnent détenues par une marque incontournable. Alors que pouvons-nous en retenir concernant la marque Marvel? La cohérence, la prise de risque et prendre son temps sont trois des briques qui ont permis l'assemblage d'un mur solide de succès bâti au fur et à mesure des années. Malheureusement, le savoir et les compétences sont des boulets qui placent des œillères auprès des yeux des entrepreneurs innovateurs. Toutes ces qualités sont en train d'être déconstruites, le mot est bien choisi, avec l'arrivée de la phase 4. La seule solution pour éviter ce phénomène dans vos projets, dans votre entreprise, est l'acquisition perpétuelle de savoir. J'en ai parlé dans un numéro spécial de La Tanière, le seul magazine dédié à votre image de marque. Pour en savoir plus, le lien est en partie ressource. Ce qui est plus que certain, c'est qu'à la base, Kevin Feige, l'architecte de Marvel, avait bien compris qu'il ne fallait en aucun cas que son premier produit, son premier film, Iron Man, soit l'énième copie d'une énième copie, sous peine de se transformer en photocopieur.
Sur la chaîne YouTube, je travaille avec 2 partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général.